Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Ma mère a une bague comme ça, ce que la serveuse révèle bouleverse un millionnaire, et change leur destin. Dans l'élégant quartier de Soho, à New York, entre galeries d'art minimalistes et boutiques de créateurs, se niche un joyau discret que seuls les fins connaisseurs de la ville fréquentent, le Silver et Velvet. Façade noire laquée, lettres dorées en relief, portier en gants blancs. À l'intérieur, tout n'est que luxe discret. Des tables rondes nappées de blanc cassé, des assiettes en porcelaine fine, des chandeliers dorés qui diffusent une lumière chaude et feutrée, un piano à queue jouant doucement des standards de jazz. C'est dans ce cadre raffiné que Emily Carter, 24 ans, travaille 6 jours sur 7 comme serveuse. Fine, élancée, ses cheveux bruns attachés en un chignon soigné, elle incarne la grâce et la discrétion. Ses gestes sont précis, son sourire léger, presque mélancolique. Peu de clients connaissent son histoire. Encore moins savent qu'elle vit dans un petit studio dans le Bronx, où qu'elle met de côté chaque pourboire, chaque centime, pour payer les soins de sa mère, Suzanne, atteinte d'un cancer en phase terminale. Emily ne se plaint jamais. Elle arrive avant l'ouverture, part après la fermeture, toujours droite, toujours polie. Derrière cette force tranquille, elle cache une fatigue extrême et un chagrin silencieux. Mais elle a appris à tout contenir, à ne rien laisser transparaître. Parce qu'elle n'a pas le choix. Parce qu'elle est seule. Ce jour-là, pourtant, une étrange énergie flottait dans l'air. Le ciel était plus gris que d'habitude, la pluie tombait doucement sur les vitres du restaurant, rendant les lumières plus diffuses, presque floues. Les habitués discutaient à voix basse. Le chef criait depuis la cuisine avec moins de hargne. Tout semblait suspendu. Vers 13h45, les grandes portes vitrées s'ouvrirent sur 3 hommes. Celui qui les précédait marchait avec assurance. Il portait un long manteau de laine gris anthracite et une écharpe noire impeccablement nouée. Ses cheveux grisonnants étaient coiffés en arrière, son regard vif et perçant. Les 2 autres semblaient naturellement se tenir un pas derrière lui. C'était Richard Bennett, 62 ans, figure discrète mais influente de la finance américaine. Un homme que l'on décrivait comme « l'ombre derrière les grandes fusions ». Fondateur de Bennett Investment, il était l'un des piliers de Wall Street, mais personne ne savait grand-chose de sa vie privée. Ni scandale, ni divorce, ni enfant visible. Juste des rumeurs. Une légende du silence médiatique. Ce jour-là, pourtant, il ne venait pas pour affaire. Il avait demandé une table isolée, loin des regards. Il voulait simplement déjeuner en paix, avec ses 2 plus anciens associés, dans un endroit calme. Mais le destin en avait décidé autrement. Emily, concentrée, vit le nom apparaître sur la tablette des réservations. Table 9, Bennett. 3 couverts. Pas d'alcool demandé. Discrétion recommandée. Elle prit son carnet, ajusta son tablier, inspira longuement et s'avança vers leur table avec élégance. Ses talons étouffés par l'épaisse moquette, elle arriva sans bruit à côté de la table, déposa 3 menus avec soin, puis releva la tête. C'est alors que son regard croisa celui de Richard. Et que tout changea. Alors qu'Emily se penchait légèrement pour verser de l'eau fraîche dans le verre en cristal de Richard, elle aperçut un éclat rouge profond sur sa main. Elle marqua un temps d'arrêt. Son regard se fixa instinctivement sur la bague qu'il portait à l'annulaire droit. C'était un bijou inhabituel. Rien à voir avec une bague moderne ou une simple fantaisie de collectionneur. Non. C'était une pièce ancienne, manifestement précieuse. Un anneau d'or légèrement patiné, d'un jaune profond, presque chaud. Au centre, un rubis massif, taillé à l'ancienne, dont les reflets semblaient changer selon la lumière. Autour de la pierre, de fines gravures en filigrane, comme des arabesques oubliées. Quelque chose d'intimement personnel. De chargé. De lourd. Un frisson imperceptible traversa Emily. Le cœur battant un peu plus fort, elle resta un instant figée, incapable de détacher ses yeux de la bague. Elle la connaissait. Ou plutôt, elle la reconnaissait. Les souvenirs jaillirent comme un éclair, les dimanches matins dans le salon, quand sa mère faisait glisser cette bague sur son doigt avec délicatesse, avant de refermer le coffret en velours bleu marine.
La manière dont elle la contemplait parfois en silence, le regard perdu, comme si elle voyait un autre monde. Un monde dont elle ne parlait jamais. Émilie, troublée, ne réfléchit pas. Elle murmura, plus pour elle-même que pour les clients. C'est drôle. Ma mère a exactement la même bague. À ces mots, Richard releva brutalement la tête. Ses yeux, d'un gris d'acier, se plantèrent dans ceux d'Émilie avec une intensité glaciale. Son visage, jusque-là détendu, se figea. Ses lèvres se contractèrent à peine. L'espace autour de lui sembla se resserrer. Le murmure de la salle, les bruits de couverts, les voix basses, tout disparut pour lui dans un souffle. « Pardon ?» demanda-t-il, d'un ton brusque, presque inquiet. Émilie recula d'un demi-pas, gênée par sa propre remarque. Elle tenta de retrouver son sourire professionnel, mais sa voix trahissait une nervosité soudaine. « La bague. C'est presque la copie conforme de celle de ma mère. Elle dit qu'elle la tient d'un amour de jeunesse. Elle ne l'a jamais quittée. Je crois qu'elle y tient plus que tout. » Un silence pesant s'installa. Richard abaissa lentement la main, la posa sur la table, et contempla la bague comme s'il la voyait pour la première fois. Sa mâchoire se crispa. Il respirait plus lentement, plus profondément. Des souvenirs affluaient. Des visages, des mots, des absences. Il finit par murmurer, presque comme un constat douloureux. Cette bague est unique. Il releva les yeux vers Émilie, et cette fois, sa voix tremblait, à peine audible. Elle appartenait à la femme que j'ai aimée il y a très longtemps. Une femme que j'ai perdue, sans jamais comprendre pourquoi. Émilie sentit un vertige monter en elle. Son esprit s'emballa. Elle recula légèrement, son regard vacillant entre la bague, le visage de cet homme inconnu, et ses propres souvenirs. Alors, comme pour chasser l'irréel, elle demanda, la gorge nouée. « Et, elle s'appelait comment ?» Richard resta figé quelques secondes. Puis, sa voix, lourde d'émotion et presque brisée, traversa l'espace entre eux. Suzanne Matthews. Et là, le monde d'Émilie s'écroula. Elle sentit le sang se retirer de son visage. Ses jambes tremblèrent. Elle dut s'appuyer contre la table pour ne pas vaciller. Elle cligna plusieurs fois des yeux, espérant avoir mal entendu. Mais non. Elle murmura, d'une voix blanche. « C'est le nom de ma mère. » Leurs regards restèrent accrochés, suspendus dans une vérité qui dépassait la logique. Dans un murmure invisible entre le passé et le présent, une porte venait de s'ouvrir, une porte scellée depuis plus de 20 ans. Le service terminé, les clients partis, les lumières du Silver et Velvet étaient désormais tamisées, presque crépusculaires. La salle, d'habitude vivante, semblait figée dans un calme étrange. Émilie, encore sous le choc de l'échange plus tôt dans la journée, nettoyait machinalement une table quand elle sentit une présence derrière elle. C'était Richard Bennett. Il n'avait pas quitté le restaurant. Il avait attendu, assis au bar, un verre d'eau devant lui, comme s'il retenait son souffle depuis des heures. Il s'approcha doucement, la voix plus basse, plus fragile. « Est-ce que je peux te parler, maintenant que ton service est terminé ?» Émilie acquiesça, muette. Son cœur battait à tout rompre. Ils s'installèrent à une table vide, près de la baie vitrée, où la pluie tombait doucement sur la ville, brouillant les lumières de Soho. Richard sortit de la poche intérieure de sa veste un portefeuille en cuir brun, visiblement usé par les années. Il l'ouvrit lentement, avec des gestes presque cérémonieux, et en sortit une photo protégée dans un petit film plastique jauni. « Je l'ai toujours gardée avec moi. Depuis 26 ans. » Il posa la photo sur la table. Émilie s'en saisit avec précaution. C'était une jeune femme, belle, lumineuse. Elle souriait à l'objectif, tenant une rose rouge entre ses doigts. Elle portait une robe d'été à fleurs, et ses cheveux châtains encadraient un visage doux, rayonnant de vie. Mais ce qui frappa Émilie, c'était ce regard. Elle le connaissait par cœur. Elle sentit sa gorge se nouer. « C'est elle, » murmura-t-elle. « C'est ma mère. » Richard ferma les yeux, comme si ces mots confirmaient quelque chose qu'il n'osait croire. Il se passa lentement une main sur le visage, tentant de retenir l'émotion. « Suzanne » répéta-t-il, presque en prière. Puis,
D'une voix rauque, il se mit à raconter. Les mots venaient lentement, douloureusement, comme un secret trop longtemps gardé. C'était en 1997. J'avais 34 ans. J'étais jeune, idéaliste, ambitieux. Mais surtout, amoureux. Suzanne et moi, c'était inattendu. Elle travaillait dans une petite librairie indépendante à Brooklyn. Je venais y acheter un livre rare pour mon père, et je l'ai vue. Son rire, ses yeux, sa façon de parler des livres comme si chacun était vivant. Je suis revenu le lendemain. Et le surlendemain. Et chaque jour après ça. Il marqua une pause. Son regard s'égara vers la fenêtre, perdu dans les souvenirs. C'était une relation simple. Authentique. Pas de faux semblants. Pas d'ambition, juste l'amour. Mais ma famille n'a jamais accepté. Ma mère m'a dit, elle n'est pas de notre monde. Elle ne saura jamais être l'épouse d'un Bennett. J'ai refusé d'écouter. Quand un projet immobilier à Londres a été lancé, je suis partie à contre-cœur, mais avec une promesse, je reviendrai dans 6 mois, et je l'épouserai. Il serra les poings. Mais quand je suis revenue, elle avait disparu. Plus de librairie. Plus d'adresse. Aucun message. Je suis allée partout. J'ai même engagé un détective. Rien. Silence total. Il se tourna vers Émilie, les yeux brillants. Je l'aimais, tu comprends? Et pendant toutes ces années, j'ai cru qu'elle m'avait simplement effacée. Émilie resta silencieuse un moment. Puis, les yeux embués, elle prit une inspiration tremblante. Elle ne vous a jamais oublié. Il releva les yeux. Comment ça? Elle ne parlait jamais de cette période. Jamais. Quand je lui demandais qui était mon père, elle me disait simplement, c'était un homme bon, mais contraint de partir. C'est tout. Jamais un nom. Jamais une explication. Émilie passa une main sur son front, submergée par le poids de la révélation. J'ai grandi en croyant que mon père nous avait abandonnés. Que je n'étais pas désirée. Et maintenant, je découvre que non seulement il m'aimait, mais qu'il a cherché à revenir. Le silence qui suivit était presque sacré. 2 vies séparées par un mensonge. 2 existences en suspens. Des années envolées, irrattrapables. Mais un lien, viscéral, inexplicable, s'était formé entre eux. Puis, d'une voix pleine d'émotions contenues, Richard se leva lentement. Je veux la voir. S'il te plaît, Émilie. Je dois lui parler. Je dois comprendre. Je dois lui dire que je ne l'ai jamais oublié. Émilie hocha la tête. Elle aussi avait besoin de réponses. Mais plus encore, elle sentait que quelque chose de sacré devait se réparer. Non seulement entre Richard et Suzanne, mais entre un père et sa fille, entre 2 histoires incomplètes qui attendaient enfin de se rejoindre. Le lendemain matin, le ciel était bas et gris, comme si la ville elle-même retenait son souffle. Émilie et Richard prirent un taxi silencieux vers l'hôpital Mount Sinai, là où Suzanne Matthews luttait depuis des mois contre un cancer du pancréas. Un étage isolé, réservé aux soins palliatifs. Le long des couloirs, on n'entendait que les bips réguliers des machines, les pas feutrés des infirmiers, et les murmures des proches. Émilie marchait devant, les mains moites. Richard la suivait, crispé, le visage figé. Il ne savait pas à quoi s'attendre. Il n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Revoir Suzanne, après plus de 20 ans d'absence, réveillait en lui une tempête qu'il croyait éteinte. Ils arrivèrent devant la porte 712. Émilie s'arrêta, inspira profondément, puis l'ouvrit doucement. La chambre était plongée dans une lumière douce, filtrée par les rideaux. Dans le lit, Suzanne dormait. Elle semblait fragile, presque éthérée, la peau translucide, les joues creusées par la maladie. Mais malgré la fatigue, elle conservait une certaine noblesse dans son port de tête, et dans sa main droite, posée sur le drap, elle tenait une bague. La même. Le même anneau en or ancien, le même rubis profond, le même motif gravé à l'intérieur. Le bijou qu'elle avait enchéri. Celui qu'elle avait refusé de vendre, même quand l'argent manquait pour les traitements. Richard sentit un poil écrasé. Son souffle se coupa. Le monde vacilla.
Émilie s'approcha et posa une main sur l'épaule de sa mère. Maman. Il y a quelqu'un qui veut te voir. Suzanne ouvrit les yeux, lentement, encore floue de sommeil. Elle tourna la tête. Et lorsqu'elle vit Richard Bennett, debout dans l'embrasure de la porte, son cœur manqua un battement. Elle sursauta. Ses lèvres s'ouvrirent dans un souffle à peine audible. Richard. Tu es vivant? Elle tenta de se redresser, mais sa force l'abandonna aussitôt. Son regard oscillait entre l'étonnement, la peur et un espoir déchirant. Richard s'approcha à pas lents. Arrivé près du lit, il s'agenouilla, à la hauteur de son visage. Son regard était voilé de larmes contenues. Il prit une longue inspiration, et sa voix se brisa dès la première question. Pourquoi? Pourquoi es-tu parti? Pourquoi tu m'as laissé? Suzanne porta lentement sa main à sa bouche. Les larmes coulèrent sans bruit le long de ses joues amaigries. Elle tenta de parler, mais aucun mot ne sortit. Elle ferma les yeux, comme pour trouver la force. Puis elle rouvrit les paupières et parla d'une voix tremblante, rauque, mais claire. J'ai essayé de te retrouver. Au début. Mais ta mère, elle ravala sa salive. Quand j'ai appris que j'étais enceinte, je suis allée chez toi. Je voulais t'en parler, te dire la vérité. Mais c'est ta mère qui m'a ouvert. Elle m'a regardé avec un mépris que je n'oublierai jamais. Elle m'a dit, tu crois vraiment qu'un Bennett va élever un enfant avec une fille de librairie? Tu veux ruiner sa carrière? Suzanne ferma les yeux, submergée par la honte ancienne. Elle m'a menacée. Elle m'a dit que si je ne disparaissais pas, elle détruirait ta vie et celle de notre fille. Elle m'a glissé une enveloppe pleine de billets dans la main, et a fermé la porte. Sans un mot de plus. Richard pâlit. Sa mâchoire tremblait. Il se redressa légèrement, le regard vidé. Suzanne continua, sa voix à peine plus forte qu'un souffle. Je suis restée là, sur le trottoir, sous la pluie, à pleurer comme une enfant. Et je me suis dit, que je ne pouvais pas te faire ça. Je ne pouvais pas t'obliger à choisir. Alors je suis partie. Sans un mot. J'ai changé de quartier, j'ai élevé Émilie seule, avec ce que j'avais. Je voulais te le dire. Mais à chaque fois, je n'y arrivais pas. Je ne voulais pas qu'elle grandisse dans le rejet, dans le chaos. J'ai choisi le silence. Elle tourna la tête vers Émilie, puis vers Richard. J'ai porté cette bague tous les jours. Parce qu'elle était le seul morceau de toi que j'avais gardé. Richard ne put plus retenir ses larmes. Il prit la main de Suzanne entre les siennes, délicatement, comme si elle pouvait se briser. Tu n'étais pas seule, Suzanne. Tu ne l'as jamais été. J'ai passé toutes ces années à croire que tu m'avais effacée. Que tu avais cessé de m'aimer. Mais moi, je ne t'ai jamais oublié. Pas une seule fois. Un silence lourd de réconciliation envahit la pièce. Émilie, les larmes aux yeux, recula doucement, les laissant seuls. Elle comprenait que ce moment leur appartenait. Deux âmes séparées par l'injustice, qui, enfin, se retrouvaient. Richard, toujours agenouillé, serra la main de Suzanne contre sa joue, et murmura. Je suis là, maintenant. Pour elle. Pour toi. Jusqu'à la fin. Et même après. Suzanne sourit faiblement, une larme suspendue au coin de l'œil. Elle ferma les yeux, apaisée, comme si, enfin, elle pouvait respirer. Les 3 mois qui suivirent furent à la fois douloureux et précieux. Suzanne, malgré la faiblesse croissante de son corps, trouva une force insoupçonnée dans la présence retrouvée de Richard et de sa fille Émilie. Chaque jour, elle observait ce lien fragile qui naissait entre eux, ce pont entre un passé brisé et un avenir incertain. Les journées se déroulaient dans une douceur mêlée de tristesse. Émilie veillait sur sa mère avec une tendresse infinie, tandis que Richard, bien que maladroit au début, apprenait à être là, tout simplement, sans prétention, avec une humilité qu'ils ne se connaissaient pas. Suzanne souriait lorsqu'elle les voyait rire ensemble, raconter des souvenirs, partager ces instants simples qu'elle avait tant espérés. Ces derniers jours, elle se sentait apaisée. Elle savait que malgré la douleur, elle avait enfin accompli ce qu'elle désirait le plus, réunir sa fille et l'homme qu'elle avait aimé, leur offrir la chance de réparer ce qui avait été brisé. Puis,
Un matin clair de printemps, sous un ciel immobile, Suzanne s'éteignit paisiblement, entourée de ses deux trésors. Son dernier souffle fut un soupir de paix. Les funérailles eurent lieu dans une petite chapelle de Brooklyn, un lieu humble, mais rempli d'une profonde dignité. Emily et Richard y accueillirent la douleur comme un rite, chacun trouvant dans le silence et les larmes une forme de rédemption. Peu de temps après, Richard fit savoir qu'il reconnaissait officiellement Emily comme sa fille. Ce fut un geste symbolique et réel qui bouleversa la jeune femme. Il révisa son testament pour y inscrire Emily comme héritière principale. Il lui offrit une maison dans un quartier tranquille, avec tout le confort et la sécurité qu'elle avait toujours refusé. Il l'invita aussi à venir vivre avec lui dans son immense penthouse de Manhattan. Mais Emily, fière et indépendante, refusa poliment l'opulence. Ce n'était pas son monde. Elle voulait construire sa vie par elle-même. En revanche, elle accepta avec gratitude que Richard finance ses études supérieures. Ainsi, grâce à ce soutien inattendu, Emily intégra la prestigieuse Columbia Business School. Là, elle s'épanouit pleinement. Sa détermination, sa lucidité, sa passion pour l'entrepreneuriat social lui ouvrirent les portes d'un futur brillant. Inspirée par l'histoire de sa mère, elle fonda la Suzanne Foundation, une organisation dédiée à accompagner les mères célibataires, leur offrant ressources, formation et soutien psychologique. Sa fondation devint rapidement un phare pour des centaines de femmes à travers le pays. Richard, lui, changea radicalement de vie. Loin des salles de marché et des conseils d'administration, il devint un philanthrope discret. Il investit dans des projets durables, dans des actions qui redonnaient du sens à sa vie. À ses proches, il répétait souvent, avec un sourire empreint de sagesse. Ma richesse n'est pas dans mes comptes en banque, ni dans mes actions. Elle est dans la serveuse qui a osé un jour dire « Ma mère a une bague comme ça ». C'est cette phrase qui a tout changé. Les années passèrent, et Emily devint bien plus qu'une brillante entrepreneure sociale. Elle devint un symbole de résilience, de dignité et d'engagement. La Suzanne Foundation s'était développée à l'échelle nationale, offrant des programmes de logement, de garde d'enfants, de formation professionnelle et de soutien psychologique aux mères célibataires issues de milieux précaires. Chaque année, un gala était organisé pour lever des fonds. Et cette année-là, dans un grand hôtel de Manhattan, les invités se pressaient dans une salle illuminée de chandelles et d'espoir. Des femmes venues de tous horizons témoignaient de la transformation que la Fondation avait apportée dans leur vie. Emily, élégante dans une robe bleu nuit, devait clôturer la soirée par un discours attendu. Quand elle monta sur scène, un silence ému s'installa. À la lumière des projecteurs, elle semblait incarner à la fois la force tranquille de sa mère et la noblesse apaisée de son père. Elle prit une légère inspiration et commença. Je suis née d'un silence. D'un amour brisé par la peur. Pendant 21 ans, je n'ai connu qu'un nom, qu'une histoire. Ma mère était serveuse, elle travaillait dur, elle souriait pour cacher les larmes. Et puis, un soir, tout a changé. La salle retint son souffle. Ce soir-là, au détour d'un service, un client m'a tendu la main. Il portait une bague identique à celle de ma mère. J'ai dit, ma mère a une bague comme ça. Une phrase anodine. Mais cette remarque, simple en apparence, a ouvert une porte scellée depuis longtemps. Elle marqua une pause, émue. Ce client n'était pas qu'un millionnaire. Il était mon père. Et j'étais sa fille. Ce que j'ai découvert ce soir-là, ce n'était pas la richesse, ni une destinée brillante. C'était la vérité. Et la vérité, c'est que même les liens oubliés peuvent se renouer, même les histoires inachevées peuvent trouver leur fin. Les yeux dans la foule étaient humides. Certains murmuraient des mots d'admiration. Je suis fière de porter son nom, aujourd'hui. Mais je suis encore plus fière de porter l'héritage de ma mère. Cette bague que je porte à mon doigt. Elle leva la main, et l'éclat doré du bijou attira tous les regards. C'est celle de Suzanne. Ma mère. Une femme que la société aurait ignorée. Mais qui a élevé une fille seule, avec dignité, avec courage, avec amour. Aujourd'hui, cette bague n'est plus juste un symbole du passé. Elle est un flambeau. Elle est transmise, non pas comme un bijou, mais comme une mission. Une mission de justice, de compassion et de transformation.
Un tonnerre d'applaudissements jaillit. Certains se levèrent. D'autres pleuraient ouvertement. Richard, assis au premier rang, avait les yeux embués. Dans sa main, il tenait un mouchoir trempé de larmes, de regret, d'amour, mais aussi de gratitude. Ce soir-là, Émilie ne reçut pas seulement une ovation. Elle toucha des centaines de cœurs. Et quelque part, dans un coin invisible du monde, l'âme de Suzanne souriait.